C'est toujours un réel plaisir, moi, le téléspectateur, d'être parmi vous dans le cadre de ce magazine. Oui, ça fait débat. On reste sur l'actualité qui sont les négociations de Doha. Sont-elles une alternative contre la balkanisation de la République démocratique du Congo? On va évoquer la thématique ici sur ce plateau, oui, avec des invités. Monsieur Aristote Ngarimé du PPRD, Monsieur Christian Choukourou de l'UNC, Monsieur Eric Ziami qui est journaliste, confrère, mais également Ziami. Izami. Voilà, Izami, exactement. Alors, on a corrigé Izami, qui est journaliste, en même temps analyste. Et aujourd'hui, sur ce plateau, on le reçoit en tant qu'analyste, justement, pour évoquer les questions d'actualité. Nous serons rejoints ici sur ce plateau par M. Olivier Sambaï, qui est du cercle axiologique, mais également enseignant. On reste sur focus sur cela, mais on va également aussi évoquer les questions liées notamment à l'économie. On parle aujourd'hui de la taxe normalisée. Est-elle une réforme, oui, ou encore une nouvelle taxe? Beaucoup de questions se posent là-dessus. On va évoquer également cela sur ce plateau. Bienvenue à tous. Monsieur Aristote, Monsieur Christian, Monsieur Eric. Bonjour madame. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On reste sur l'actualité. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous sommes au point zéro concernant les négociations de Doha? Monsieur Eric. Point zéro, non, je ne pense pas. Mais je suis de ceux qui pensent que l'accord signé en fin juin 2025 en Washington n'aura beaucoup d'effets que lorsqu'on aura fini avec Doha. Pourquoi? Parce qu'avec d'abord Washington, c'était pour faire attester que réellement le Congo-Kinshasa a été agressé par le Rwanda. Et c'est fait, noir sur blanc, l'un et l'autre. Nous avions signé des accords comme pour dire que nous allons vers la paix. Mais seulement, encore faut-il que l'on puisse aussi faire en sorte que ceux de nôtres, dont les Congolais autrefois, ou encore instrumentalisés par le Rwanda pour tuer leurs propres frères et sœurs, donc ceux-là doivent aussi, eux, adhérer à la dynamique d'aller vers la paix. C'est ce qui est en train d'être fait au niveau de Doha. Et c'est alors qu'on va davantage évoluer. Pourquoi pas aller vers les accords économiques comme autrefois avec la CEPGL. Donc moi, je suis optimiste et je pense que ça pourra toujours aller. Parce que le Congo ne restera toujours pas à genoux. Il nous faudra nous relever pour retrouver la paix qui est un gage essentiel pour que nous puissions penser à créer notre pain. Et les jours où nous mangerons à notre satiété, on pensera au progrès et pourquoi pas rêver d'être grand et reprendre notre place de leader en Afrique. Reprendre cette place de leader, oui, c'est vrai, mais en ce net moment, on va le dire, Monsieur Ngarimé, les négociations piétinent. C'est vrai que Doha, aujourd'hui, on sent effectivement que c'est comme si, des part et d'autre, il n'y a pas une nette volonté de s'asseoir et de discuter clairement des problèmes qui dérangent les uns et les autres, notamment le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais également de l'autre côté, la FCM23. Exactement. Merci madame pour cette question. Je suis honoré de participer à cet échange. Ce qu'il faut d'abord retenir, madame, c'est que pourquoi est-ce que le gouvernement s'est rendu à Doha? Pourquoi est-ce que le gouvernement a permis à ce qu'il y ait une délégation des Congolais puisse se rendre à Doha? Pourquoi Doha existe aujourd'hui? Pourquoi il y a c'est pour parler? Pourquoi il y a cette négociation? C'est tout simplement, madame, parce que, quelque part, l'État a échoué. L'État n'a pas été à mesure d'imposer ce qu'on appelle le monopole de la violence. L'État n'a pas réussi à écraser la rébellion. L'État n'a pas réussi à restaurer son autorité sur l'échiquier national. Raison pour laquelle aujourd'hui Doha existe. Si Doha existe, c'est tout simplement parce que sur le terrain, il n'y a pas la prédominance de l'État congolais. La capacité de dissuasion. Raison pour laquelle Doha existe aujourd'hui. Il faut d'abord retenir. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est quoi, madame? Il faut que le régime en place, la gouvernance en place, pour se rendre compte que puisque Doha existe, c'est une opportunité pour qu'on puisse signer un accord, ce qui a été prévu, qu'il puisse signer un accord. Parce que Doha, c'est le gouvernement de Kinshasa et AFC. Nous, opposition non armée, nous ne sommes pas. C'est AFC M23 ainsi que le gouvernement de Kinshasa. C'est à ce niveau-là qu'il y a débat. Mais nous n'y sommes pas. Nous avons simplement constaté que si Doha existe, c'est parce que sur le terrain, le gouvernement n'a pas réussi à écraser.
Mais ce qu'il faut faire, il faut maintenant faire preuve de bonne volonté. Il y a même une expression où on a dit qu'il faut poser des actes allant dans le sens de recréer la confiance. Il a été demandé que Kinshasa puisse libérer 6 pas 700 prisonniers. Et de l'autre côté aussi, à Goma, il fallait poser certains actes pour qu'ils témoignent en effet qui est la paix. Mais des part et d'autre, ça bloque. À ce niveau. Oui, on sent visiblement, madame, on sent qu'il n'y a pas la volonté d'avancer de part d'autre. Moi, nous pensons tout simplement que Doha, là, ne va rien faire s'il n'y a pas la volonté entre les deux acteurs, les deux entités, pour en effet nous amener à la paix. Donc c'est ça, nous constatons avec regret l'échec de Doha. Ça, c'est visible. Mais nous pensons par ailleurs, madame, et j'insiste, je pense que c'est même la position de notre parti. Nous pensons qu'après Doha, ça sera égal à avant Doha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, nous pensons qu'il faut adopter le schéma proposé par les évêques, par les prélats. Quel est ce schéma? C'est mettre en place l'application de toutes les résolutions, toutes les recommandations des évêques pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table afin d'échanger. Après Doha est égal avant Doha. Même si vous allez à Doha, vous signez un accord, mais il y aura toujours une disposition où on va vous renvoyer à discuter, à échanger sur le plan interne. Donc nous estimons qu'il faut respecter il faut appliquer ce que les évêques nous ont proposé pour que nous puissions faire l'économie des vies humaines. Monsieur Chokoro, bienvenue à Monsieur Olivier Sambaï qu'on avait annoncé tout à l'heure. Monsieur Chokoro, aujourd'hui, quel est l'élément déclencheur qui peut aujourd'hui permettre à ce que les négociations de Doha puissent aboutir? C'est vrai qu'on évoque la question des prisonniers, l'on évoque également de l'autre côté les mesures qui pourront permettre à ce que les deux parties se mettent en confiance aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait être à ce jour l'élément déclencheur pour que le processus puisse avancer? Je vous remercie, madame, pour la question. Je tiens à saluer tous les co-débatteurs sur ces plateaux de télévision. J'ai mes doigts aussi de saluer la mémoire de mes compatriotes tués à Kafuro, dans les Rutshuru, à Kitshuru, Ivirive, à Nyabanira, où des gens ont été atrocement tués par deux machettes, tués à la sorte des animaux par ces forces du mal, ces terroristes. Nous appelons de tous nos voeux à la justice pour que ces victimes puissent retrouver leur paix. Aussi, nous demandons à ce que Doha ne soit pas un cimetière éternel à ces victimes. Parce que ceux qui sont à la base de ces tueries ont été bénéficiaires des amnisties. Ce sont les mêmes qui ont tué depuis l'AFDEL. Ils se sont recyclés dans le RCD, puis dans le CNDP, puis dans le M23. En fait, je mets tout cela dans les crédits de l'impunité qui a été érigé parce que, à un moment donné, il nous a été obligé de dialoguer comme on nous le demande à Doha. Mais j'aimerais à ce que Doha, ces victimes, dont ces de Rutshuru, puissent y être représentées. Madame, à l'arrivée de l'AFDEL, j'ai perdu des proches familiers qui ont été enlevés. Non seulement on n'a jamais fini le deuil, mais nous n'avions jamais su ce qui leur était arrivé. Malheureusement, cette situation continue. À Goma, chaque nuit, des jeunes gens sont enlevés sous prétexte que c'est de FRDC ou de Ouazalendo, alors qu'en réalité, c'est des gens qu'on prend de force pour aller être enrôlés dans l'armée et s'en servir comme chair à canon. Et comme finalité, on va venir nous dire d'oublier tout ça, tous ces crimes, au nom de la paix. J'ai dit non. C'est pourquoi nous sommes d'avis que Doha, c'est une distraction de plus.
je l'ai dit sur un plateau télévision de vos confrères, d'une télévision dont je ne vais pas faire de publicité ici, que Doha, c'est juste le prolongement de l'accord de Washington. Tout ce que Kagame n'a pas obtenu à Washington, il tient à l'obtenir à Doha. Parce que ce que vous appelez M23, j'ai riais quand mon frère disait que l'aventure ou l'escroquerie à FCM23, c'est une opposition armée et ils sont dans l'opposition non armée. Mon cher ami, il faut arrêter de distraire la population congolaise. Nous sommes assez matures. Au fait, en réalité, Doha veut être une couverture pour le rebelle Kabila et consorts, pour trouver une voie de sortie. Et aussi, il faut dire que Doha, pour Kagame, il faut pérenniser ces cycles d'affaiblissement de l'État congolais, notamment par ce qui a filtré l'accord qu'on vous propose. Au fait, c'est l'accord du 23 mars qu'on veut nous faire gober. Mais M. Chokoro, que nous n'accepterons jamais. L'accord entre les négociations entre Washington a été applaudi par le gouvernement congolais. Lorsqu'ils applaudissaient cet accord de Washington, on leur avait dit que Doha existait et que pour obtenir Washington, il faut passer par Doha. Puisque l'initiative est venue des États-Unis, pourquoi le gouvernement n'a pas clairement dit que nous avons des minerais, nous avons des bénéfices, mais si vous voulez nous aider à avoir cette paix, on ne va pas passer par ce schéma-là? Logiquement, Doha ne devrait pas exister. Parce que nous savons que ce qu'ils appellent cause profonde de la guerre à l'Est, ça s'appelle Kagame. Et l'humanité tout entière l'a compris. Mais les États-Unis ont invité Kagame dans les négociations de Washington. Les États-Unis... Ils ont été... Le Rwanda, bien que les États-Unis aient condamné... Oui, et reconnu la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, ne s'est pas empêché d'inviter le Rwanda au cours des négociations de Washington. Et maintenant, vous voulez dire que Doha, vous ne saviez pas le contenu de Doha? Les États-Unis jouent bien leur rôle de médiateur dans ces conflits qui n'ont que trop duré. Mais nous aussi, en tant qu'État congolais, nous devons jouer notre rôle. Parce que notre souveraineté n'est pas à brader. Nous n'accepterons jamais à ce que les Kidam, en lieu et place d'être poursuivis par la justice, de payer les crimes qu'ils ont fait subir à la population congolaise et qu'ils continuent à faire subir à la population congolaise, à la place de la justice, qu'ils viennent être rémunérés. Nous ne l'accepterons pas du tout. Et donc, ici, j'interpelle notre gouvernement en disant que il faut effectivement les monopoles de la violence. Et par tous les moyens. Parce que ce qui est demandé à Doha, c'est pérenniser l'accord du 23 mars et c'est poser les jalons d'une autre guerre à venir dans les 2-3 ans à venir. Monsieur Sambaï, est-ce qu'on s'est fait encore berner par les États-Unis d'Amérique qu'on pensait venir nous aider justement à résoudre cette question de paix avec l'accord de minerais? Parce que si réellement les États-Unis d'Amérique veulent ce minerai-là, pourquoi ils inviteraient le Rwanda alors que des minerais appartiennent aux Congolais? Deuxièmement, pourquoi justement évoquer encore l'accord de Doha? Parce que c'est vrai, l'accord de Doha va probablement, ils n'ont pas exclu les dialogues en interne. Donc, ça veut dire que dès le départ, les bases ont été posées. Est-ce que la République démocratique du Congo fait encore confiance aveugle à Washington? Madame, il existe ce que j'appelle... Je salue d'abord tous les co-débatteurs, ainsi que tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. C'est un cadre où on réfléchit en tant que républicain, intellectuel, scientifique, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est par patriotisme que nous le faisons. Et avec des différentes propositions que nous faisons, les décideurs
ont la liberté de prendre ou de laisser. Madame, il y a ce que j'appelle chemin de la paix perpétuelle ou projet de paix perpétuelle. Ce projet doit suivre 3 étapes. La première étape a commencé, c'est l'accord RDC-Rwanda. Pourquoi accord RDC-Rwanda? Parce qu'il a été clairement établi que le Rwanda était agresseur. Nous n'étions pas dans la rébellion, mais nous étions dans une agression, la guerre. Parce que non seulement la rébellion, mais c'était aussi transformé par la guerre, une agression, dans ce sens que la rébellion est interne. C'est M23, AFC. Mais l'agression est externe, c'est le Rwanda qui, et les rapports l'ont clairement établi, que le Rwanda soutenait la rébellion en interne, donc il était devenu agresseur. Par conséquent, les États-Unis ont joué à la médiation pour essayer un peu d'équilibrer. Nous l'avons expliqué plusieurs fois, ici et ailleurs, que les États-Unis ne pouvaient pas rejeter directement le Rwanda. Certes, les États-Unis, des rapports documentés, Charles Onana nous a aidés avec la publication de livres. Holocauste au Congo, vous lirez, vous comprendrez, c'est documenté, c'est scientifique, que c'est les États-Unis d'Amérique, mais le régime démocrate qui a été derrière le Rwanda pendant plus de 30 ans. Alors, il aurait fallu maintenant trouver l'équilibre. On ne peut pas rejeter l'ancien ami, le vieil ami, c'est le Rwanda. Et le régime de l'administration Trump, c'est une administration qui veut faire des affaires. Alors, les affaires fonctionnent avec la paix. Pas de paix, pas d'affaires. C'est la raison pour laquelle vous voyez Donald Trump partout chercher à ce qu'il y ait la paix pour qu'il puisse fonctionner en tant qu'affairiste. Et pour le Congo, il a retrouvé des intérêts, et des intérêts pour les États-Unis d'Amérique, dans ce sens qu'ils veulent imposer l'hégémonie du point de vue technologique et les minéraux rares, les terres rares, c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont l'Ukraine, ils vont se partager avec la Russie, ils ont aussi le Congo. Et par conséquent, il faut d'abord la paix. Préalable. Premièrement, RDC-Rwanda. Mais vous avez vu qu'il y a eu Doha qui a été cité, je prends la 3e disposition, que l'accord donnait le crédit au processus de Doha. Donc, processus de Doha, c'est un préalable, 2e étape. Pour qu'on aboutisse à la dernière étape, RDC, Washington, ISA. Avant d'arriver là, il faut d'abord Doha. C'est la condition sine qua non des États-Unis. Alors, pour rejoindre ce que M. Choukourou disait tout à l'heure, nous ne devons pas rester bras croisés, attendre les États-Unis venir, comme même Christ, quand il est venu, il avait des disciples, il y avait des préalables à remplir, il y avait un système établi. Il s'est battu quand même pour déconstruire le système. Mais nous n'allons pas croiser les bras, attendre que les Américains envoient, je ne sais pas, des Marines ou qui pour chasser les M23. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas de base militaire au Congo. Ils ne vont pas le faire. Et surtout qu'ils ont été derrière le Rwanda. Ils n'ont pas voulu que le Rwanda soit totalement perdant. C'est la raison pour laquelle, même dans la chaîne des valeurs, le Rwanda est impliqué alors que le Rwanda n'a même pas de minerais sur son sol. On dit qu'on doit se partager l'exploitation et raffinerie. Vous vous rendez compte? Donc les États-Unis n'ont pas totalement lâché le Rwanda. Mais le Rwanda ne sera pas totalement gagnant du fait que son revenu va baisser. Au lieu de bouffer 100%, il va commencer à bouffer des pourcentages parce que c'est ce qu'il vous ferait partager les pourcentages avec les Congo. Si on doit évoquer cela par syllogisme, puisque le Rwanda, les États-Unis soutiennent le Rwanda, donc les États-Unis soutiennent l'AFC M23. Si les États-Unis ne veulent pas lâcher le Rwanda, donc les États-Unis ne lâchera pas l'AFC M23. Le premier point de l'accord RDC-Rwanda recommande la cessation immédiate des groupes armés qui soutiennent AFC M23 sur le Rwanda. Le Rwanda doit arrêter de soutenir les groupes armés, les 2 groupes, l'AFC, un groupe AFC M23, parce que ça forme une coalition. Alors, le Rwanda se retire, mais la rébellion est interne. C'est alors qu'on doit intervenir pour résoudre. D'où il part des processus de Doha. Parce que là, ce n'est plus l'affaire de Rwanda. C'est une affaire congolaise pour le moment, selon la philosophie des États-Unis d'Amérique. On doit résoudre en interne. C'est une affaire congolaise. Là, on le dit parce que c'est des acteurs congolais. Mais en politique, on comprend bien sûr, comme M. Choukourou le disait, que c'est une affaire qui détient le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Et alors, la grande question, si on sait fléchir ou on sait faire semblant avec les États-Unis d'Amérique, forcément, directement, pourquoi on n'y arrive pas avec la FCM23? Pourquoi? Parce qu'en face de nous, c'est des Congolais comme nous.
Parce que justement, à mon avis, dans notre classe politique, tous nos acteurs n'ont pas la même façon de regarder le Congo. Il y en a ceux qui veulent vraiment travailler pour le Congo, mais il y en a ceux qui n'aiment le Congo que lorsque celui-ci leur apporte des avantages, qui les postent. Ils pensent encore à la politique gâteau. Ce n'est pas encore la politique. Que faisons-nous pour que nous puissions rencontrer tant soit peu les décors plantés par nos pères des indépendances? Nous allons nous autres passer, nous laisserons des générations. Qu'est-ce que celles-là diront de nous? C'est cela notre vrai problème. Parce que les Congolais, il y en a ceux qui ont été haut gradés, qui ont eu ici des postes juteux et tout ça. Mais curieusement, quand ils n'ont plus ce qui leur garantissait X ou Y avantage, ils basculent dans la rébellion, malheureusement. Et puis, nous sommes en face de qui? Le Rwanda. Au Rwanda, ils n'ont pas notre configuration. Nous, on a une sorte de pluralisme politique. Les uns et les autres peuvent peut-être avoir des divergences, mais nous restons au Congo. C'est ça notre vrai malheur. Parce que si nos vrais acteurs, nos leaders vaillants, regardaient dans la même direction, en tout cas pour moi, nous connaîtrions déjà le peuple roi. Je l'ai dit ici dès l'entame de l'émission, j'ai dit, Doha est venu pour justement faire en sorte que ceux de nôtres qui étaient instrumentalisés par le Rwanda puissent arrêter et qu'eux aussi adhèrent à la dynamique de paix. Or, on est loin du compte. Et c'est comme ça que vous verrez, avec ce qui a fuité, comment pouvons-nous, par exemple, et heureusement que le chef de l'État a rejeté cela, comment pouvons-nous admettre que l'on puisse avoir une force intermédiaire dans laquelle on retrouvera 50% de ceux qui viennent à l'AFC, de l'AFC M23 et puis de FRDC? Ça ne va pas. Heureusement qu'on a Mais parce que dans les FRDC, vous avez les Wazalendo. Les Wazalendo qui sont considérés également comme un groupe. Ce n'est pas l'armée congolaise. Non, non, mais ils sont fils de ce pays. Comme les Congolais qui sont allés dans la rébellion. Notre loi prévoit certaines dispositions qui disent que partout où nous sommes, nous devons défendre notre patrie. Avec n'importe lequel moyen que nous avons, nous devons défendre notre patrie. Moi, je ne condamne pas les Wazalendo aussi longtemps qu'ils ne sont là que pour préserver les intérêts du Congo. Vous savez, lorsqu'il s'agit des Américains, il y a deux blocs, hein, des républicains que l'on peut assimiler à la droite française, par exemple, et puis les démocrates que l'on peut assimiler à la gauche française. Mais je note que lorsque ce sont les démocrates qui sont aux affaires, cas des Clinton, cas des autres là, nous autres là, nous avons beaucoup de problèmes. C'est des guerres partout. Je ne suis pas en train de dire que Trump est blanc comme neige, mais je note quand même qu'il s'est dit, tiens, ça fait plus de 30 ans que ça dure, il faut que ça cesse. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression, et je l'ai dit, que nos frères africains ici n'ont toujours pas encore bien intériorisé la donne de France Fanon, qui en son temps avait dit que notre continent a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve chez nous. Mais mettons-nous pour aller vers la paix, nous gagnerons nous tous, parce que même lui, Kagame, il ne restera pas en vie à l'huitième éternel. Un jour viendra, il passera. Mais quels laisserons-nous aux autres? Mais justement, est-ce que le problème, M. Chokoro, c'est Kagame est la personne ou c'est cette politique implantée par les États-Unis d'Amérique? Parce que c'est vrai qu'on va lire la vision comme telle de la configuration, c'est qu'on doit puiser en République démocratique du Congo. Que ce soit Kagame, peut-être le prochain, est-ce qu'il sera instrumentalisé aussi comme le fait Madame, maintenant? vous savez, dans les différentes cartes à présenter, il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est la plus grande puissance, on le dit, mais la Chine, qui monte, jusqu'au fur moment, a aussi un peu gagné beaucoup d'espace en Afrique. On parle même de l'invasion jaune. J'ai comme l'impression que les États-Unis se disent, mais tiens, là on est en train de botter en touche, la Chine restera de nous damer le pion. Nous aussi, nous devons être présents sur le terrain. Mais être sur le terrain, pour peut-être espérer gagner, l'ami l'a dit, ah mais il faut qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne sait rien faire. Mais la paix veut dire, M. Chokoroko, qu'on doit outrepasser nos intérêts, on doit outrepasser ces questions, dont cette question que vous évoquez, la question de la justice aujourd'hui. Comment arriver à demander la paix alors que déjà dès le départ, vous dites qu'on va prendre la paix, on va négocier, mais vous serez arrêté. C'est compliqué. Est-ce que ce n'est pas vouloir la paix et son contraire en même temps? Madame, la phrase célébrissime du président Mzee Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, méridien en esprit, lorsqu'il interrogeait les Congolais en disant « Vous voulez quelle sorte de dessin pour vous montrer effectivement que nous sommes agressés par le Rwanda ?» Si nous avions le problème avec le Rwanda et que nous avons eu un accord avec ces mêmes Rwandais à Washington, pourquoi n'a-t-il pas voulu tout de suite retirer ce qu'il a appelé mesures défensives? Parce qu'il n'y a pas de rébellion du M23 ou AFC, cette escroquerie sans le Rwanda. C'est le Rwanda.
Si aujourd'hui il retire ces bandits, ces terroristes, il n'y aura pas d'AFC. Oui. C'est clair, madame. Exactement. C'est très clair. Je répète la phrase de Musée. Vous voulez quel type de dessin pour comprendre que c'est le Rwanda qui nous agresse? Vous avez vu où dans une armée, quand on vous trompe, qui est l'AFC a une armée où la quasi-totalité est une ethnie. Et aujourd'hui, nous vivons, ce que vous ne savez pas, nous vivons un génocide dans les Rutshuru. Les fameux FDLR qu'ils ont toujours cherché, c'est la communauté Hutu qui est en train d'être tuée atrocement comme des animaux. Et c'est ce qu'ils ont appelé FDLR. Madame, le Rwanda nous prépare une autre guerre à l'heure où je vous parle. Parce que pendant qu'il est en train de tuer les autochtones, il y a des gens de Tutsis rwandais qui quittent le Rwanda et qui sont en train d'être installés dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Ça veut dire que demain, si vous signez un accord avec eux, il y a une autre guerre qui est en train de prouver. Parce que le terre à qui appartient, donc la population à qui appartient ces terres, vont se venger. D'où l'intérêt pour la République aujourd'hui de négocier, d'instaurer cette paix pour arriver à occuper ces terres, justement pour l'avantage des Congolais. Madame, pourquoi? C'est que fait Kagame. Quel est aujourd'hui l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo de laisser cette partie encore occupée? Qu'est-ce que nous gagnons? Ce que fait Kagame, il joue au dilatoire. D'une part, il a des minéraux qu'il exploite. De l'autre part, il fait pourrir la situation. Au fait, Doha, Kagame est en train de jouer. Au fait, je me dis pourquoi le gouvernement congolais a accepté cette dictature alors qu'il avait une position qui pouvait faire fléchir l'ennemi, évidemment, en noie des alliances. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous combattent aujourd'hui à l'Est, vous avez vanté ici sur ce plateau, ce n'est pas un secret que le Kenya a des troupes chez nous. Disant que c'est des minerais, il faudrait arriver à négocier, c'est des avantages. Vous avez vanté cet accord ici sur ce plateau. Madame, si cet accord seul suffisait, on aurait la paix. Parce que, effectivement, on a fini avec le Rwanda. Mais le Rwanda, lui, ne veut pas de paix. Le Rwanda veut une situation de pourriture. Parce que il a la santé dans la pourriture. Oui. Il nous revient à nous, Congolais, de savoir ce que nous voulons. Exact. De refuser la dictature des autres pays voisins. Mais qu'est-ce que nous voulons? De nouer ce qu'il faut comme accord stratégique. Parce que Kagame a réussi à rallier avec lui les Kenyans. Il a réussi à rallier avec lui l'Ouganda, même s'il nous joue des tours. Il a réussi à rallier les Soudans du Sud, qui répondent aux doigts de l'Ouganda. Ce sont là les troupes qui sont chez nous. Peut-être vous ne le savez pas. Nos FARDC sont des héros. Et les Wazalendo. Ils se battent avec plus de 5 pays. Et aujourd'hui, il faut dire que nous avions tenu tête. Parce que, comme en 1998, aujourd'hui, on aurait plus de 5 provinces sous contrôle du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda, qu'on ne vous trompe pas, Goma est contrôlé par Kagame. Même Kabila, à Goma, il est sous la garde de Kagame. Il ne peut rien faire sans les signaux de Kagame. C'est clair. Monsieur Ngarimé, ça me fait rire, en fait. La République démocratique du Congo est amputée des 2 grandes villes. Aujourd'hui, on parle peut-être de Goma, mais on va le dire. On parle de Bunagana. Ça fait autant d'années, autant de jours où le gouvernement ne maîtrise pas réellement ce qui se passe de ce côté-là. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ainsi? Voilà. Alors que M. Choukourou venait de le dire, lorsque l'on enlève les autochtones et que l'on place un autre peuple, est-ce que ce n'est pas des voies qui vont s'ouvrir pour une balkanisation de la République démocratique du Congo finalement? Merci madame. J'ai compris l'esprit du débat et je vais faire avancer les débats aussi, donner mon apport.
Monsieur Choukourou, parce que vous êtes politologue et vous le savez, il y a des manières pour qu'un État puisse trouver la solution à un problème. Des manières. La première, c'est la négociation. La deuxième, c'est l'usage de force. Lorsque la négociation échoue, on bascule à ce qu'on appelle l'usage de force. Pas le patriotisme folklore vide. Il n'y a que des manières pour trouver la solution. Je rappelle encore une fois, sur terrain, l'État congolais n'a pas réussi à écraser la rébellion. Le rapport de force a échoué sur terrain. Pour preuve, madame vient de me rappeler ici, Bunagana, Goma, Bukavu, ainsi de suite. Si nous voulons seulement respecter l'usage de force, l'État congolais n'a pas réussi à écraser la rébellion. Raison pour laquelle je me suis interrogé, je vous ai également interrogé indirectement. Je dis, pourquoi est-ce que le dialogue de Doha existe? Répondez d'abord à ça. Pourquoi Doha existe? C'est parce que le rapport de force a échoué. Tout ce que vous dites là. Mais c'est parce que le monopole de la violence de Max Weber, il n'y a pas qu'à Goma, Bukavu. Je ne sais pas si vous avez appris à Ituri, on venait encore de tuer des Congolais à Ituri. Insécurité à Ituri. Insécurité dans la Grande Orientale. Insécurité ici à Kwamutu. Mais l'État congolais est démissionnaire. Il n'y a pas ce qu'on appelle le monopole de la violence. Si aujourd'hui il y a Doha, c'est parce que l'État congolais n'a pas cette puissance-là dissuasive pour écraser la rébellion. Commencez par réfléchir d'abord ainsi, avant d'aller dans les détails des patriotismes, folklore que j'appelle. Vous pouvez dire ça, mais ça ne changera rien sur terre parce que le rapport de force, si ce n'est pas déséquilibré, mais on n'a pas réussi à imposer la force. Raison pour laquelle je reviens par rapport au dialogue de Doha. Qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Il faut qu'il y ait la volonté dans les deux camps. Une volonté manifeste pour en effet trouver la paix. Parce que nous n'allons pas... Dans le concret. Par exemple, on a évoqué la question des 700 prisonniers. Voilà. Le gouvernement, par exemple, voudrait faire quoi pour résoudre cette question? Voilà. J'ai dit... Ce sont des questions qu'on doit se poser. J'ai posé un problème ici. Levez d'abord l'option. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez continuer avec les rapports de force, la confrontation? Ok, c'est une option. Est-ce que vous voulez avancer avec la négociation, le dialogue? Ok. Il faut d'abord lever l'option. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça d'abord. On est de tergiverser. Nous voulons une chose et son contraire. Mais... Alors, nous sommes arrivés maintenant à Doha, madame. Oui. On arrive à Doha. C'est pratiquement la négociation. C'est un dialogue. Lorsque vous venez dans une négociation et que vous voulez tout gagner, que l'autre puisse tout perdre, la négociation échoue. Vous devez accepter de perdre quelque chose, que l'autre aussi puisse perdre quelque chose, afin de gagner, de faire avancer. J'ai dit ici, il faut poser des actes de mesure de confiance des deux camps. Je lis les documents, j'ai l'accord. Il fallait qu'on libère soit 7 prisonniers, de l'autre côté, il fallait poser tel acte. C'est en effet ça. Donc, il faut qu'il y ait d'abord la volonté dans les deux camps pour qu'on puisse arriver à avoir la paix. Si on arrive à le faire de 1, j'ai dit ici, je rappelle encore, on va faire l'économie des vies humaines. Il n'y aura pas autant de morts. Économie des vies humaines. Deuxièmement, on va conserver le moyen de l'État. Le paix que nous avons ici comme moyen de l'État, on ne va pas défalquer ça pour faire la guerre, parce que ça coûte. Une seule journée, quand on fait la guerre, ça coûte. Encore qu'on sait quand est-ce qu'on commence, on sait quand on va arrêter. Soyons réalistes, soyons pragmatiques. J'ai suivi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'ai suivi. Le chef de l'État a dit que si Doha échoue, il va appliquer le plan B. Je sais que vous avez aussi appris comme moi. Si Doha échoue, si le dialogue de Doha échoue, il y aura maintenant le plan B. Je me suis posé la question, quel est le contenu de ce plan B? Qu'est-ce qui est caché derrière le plan B? Est-ce que le plan B, c'est de continuer avec la guerre, la confrontation? C'était le cas, il fallait déjà gagner depuis qu'on avait pris Bunagana. Donc ici, nous sommes en train de tourner autour de la peau. Nous ne voulons pas lever l'option soit de la paix ou de la guerre. Il n'y a que ça, soit la paix, soit la guerre, ou soit nous voulons négocier, soit nous allons aller sur terre et gagner. Si ce n'est pas le cas, nous allons passer du temps et revenir ici, on n'aura pas la solution. Donc c'est ça notre compréhension. Monsieur Sambaï, est-ce que le gouvernement n'est pas aussi en train de voir l'aspect population? Parce que c'est vrai, on est parti dans un narratif, dans un discours où ce sont des rebelles, on ne négocie pas avec les rebelles, ils ont tué des Congolais, ils doivent être punis pour cela. Et aujourd'hui, on se retrouve devant ces rebelles, on se retrouve à négocier avec eux
Et est-ce que ce n'est pas l'élément également qui est en train de bloquer? Parce qu'il y a ce regard-là de la population qui va se dire, finalement, vous avez promis que vous allez punir ces gens qui nous ont massacrés pendant longtemps. Vous les avez laissés nous massacrer pendant longtemps pour finalement négocier avec eux. La politique, c'est une science politique. La diplomatie, c'est un art. Vous savez, madame, il y a ce qu'on appelle l'anticipation et l'analyse prospective. Lorsque nous sommes dans la gestion de la chose publique, quand on a la gestion des millions de vies entre les mains, ça fait 7 mois, jour pour jour, que Goma est occupé. Vous ne savez pas dans quelles conditions les gens vivent là-bas. Bukavu, n'en parlons pas. Donc nous avons 2 provinces nord, sud, Kivu sous occupation des agresseurs, la rébellion. Et les 2 provinces échappent au contrôle de Kinshasa. C'est-à-dire, lorsque nous partons en négociation, il faut qu'on se pose la question de savoir nous partons en position de force ou de faiblesse. C'est ça la grande question. Il s'agit de négociations. Il ne s'agit pas de taper du poing sur la table et quitter. Il s'agit ici de questions de survie des populations. Le Rwanda, dans ses plans machiavéliques, a mis en place une stratégie pour offrir le bonheur à son peuple. Comment faire? Invasion. Stratégie. On doit frauder. On doit mettre en place ce qu'il faut pour prendre de façon illicite les minéraux du Congo et signer des partenariats avec des firmes internationales pour la survie de la population. Ils volent pour nourrir le peuple. Alors, nous ne voulons pas voler parce que ça se trouve chez nous. On ne veut pas non plus partager avec les autres parce que la notion du panafricanisme n'existe même pas. Sinon, Airbus, c'est plus de 6 pays qui contribuent à la fabrication d'Airbus. Mais en Afrique, il n'y a pas une telle coopération parce que nous n'avons pas la notion de l'unité. L'union et l'unité est différent. Donc ce sont 2 concepts totalement différents. Et nous n'avons pas l'unité. C'est la raison pour laquelle traverser, aller même dans certains pays limitrophes congolais, il faut les visas. Ce qui est inconcevable. On n'a pas la notion de panafricanisme. L'accord RDC-Rwanda, c'est un accord qui devait directement supprimer même Doha. Si on avait la notion du panafricanisme, pour dire, ah, c'est pour eux, travaillons ensemble. On s'ouvre, j'ai donné l'exemple de Airbus, parce que les États bénéficient de la production des Airbus qui sont vendus et chacun a ses parts. On l'aurait fait, simplement, on supprime carrément, parce que c'est le Rwanda qui finance FC M23. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? Le Rwanda ne veut pas tout perdre, veut continuer à bouffer seul. Il se retire, il me dit non, moi je me suis déjà retiré, c'est votre affaire congolo-congolaise, comme j'étais en train de le dire. Alors il revient maintenant à nous, que faire? On peut bien dire, bien parler, non, le Rwanda veut ceci, le Rwanda veut cela, mais que faire? Et si nous sommes ici, c'est pour faire des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas sortir ici avec des analyses seulement, certes factuelles, sans faire des propositions. La situation actuelle est similaire à la situation Ukraine et Russie. Ukraine négocie avec la Russie, Zelensky et Poutine. Zelensky a quelle position? Position de faiblesse. Vous avez des territoires, donc la Russie, 20% et l'Ukraine à 20% de l'intégrité territoriale est occupée par la Russie. L'Ukraine exige la récupération de ces territoires. La Russie dit niet. Bon, ce sont des terres rares et les États-Unis trouvent son compte et s'allient aux côtés de Poutine. C'est difficile qu'on rende encore ces territoires. L'Ukraine par position de faiblesse. Vous avez vu comment on a réussi les chefs d'État européens, comme c'est des chefs de département devant leur DG qui était Donald Trump. Alors, lorsque nous allons négocier avec Doha, partons-nous en position de force ou de faiblesse? Si nous partons en position, on ne doit pas se voiler la face, c'est en position de faiblesse. Parce que si nous disons, nous exigeons et qu'ils refusent, comment ils vont quitter? Comment ils vont libérer les territoires? Dans ce cas, ce qu'il faut faire, il faut qu'on s'ouvre la prospective pour offrir la paix à la population. Il faut, à un certain moment, dans la négociation, relations internationales, il y a des choses qu'on concède et on cède. Qu'est-ce qu'on doit concéder? Qu'est-ce qu'on doit céder? Parce que nous sommes en position de faiblesse. Nous n'avons pas la notion de panafricanisme. Les États proches de nous ont refusé. Vous avez vu les États européens soutenir l'Ukraine. Qui nous soutient en Afrique? Personne.
nous sommes abandonnés en position de faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait pour le salut du peuple? À un certain moment, il faut bien négocier. Il faut marchander ce que l'un pose sur la table. Vous proposez, ils ont exigé 700 prisonniers à libérer. Mais marchandons. La Russie a cédé à la libération des prisonniers de l'Ukraine. C'est que dans les 700, la Russie a cédé, madame. La question de la libération des prisonniers qui n'a même pas encore été arrêtée sera évoquée. Je suis en train d'avancer. La Russie a cédé à l'exigence de l'Ukraine de libérer les prisonniers. Il y a des choses qu'on cède, qu'on concède. Attention de dire ça, on risquerait de quoi que vous êtes de l'autre côté. Non, moi je fais une analyse intellectuelle et rationnelle parce que j'aime ce pays, je veux la paix. Et parce que nous voulons la paix, il faut qu'on fasse des propositions. La Russie, je répète encore, a accédé à la demande de l'Ukraine. Nous avons suivi, et Donald Trump l'a rappelé. Donald Trump a rappelé par 2 fois, devant les chefs d'État européens, qu'il a mis un terme à une guerre au Congo qui a duré 31 ans. Devant Zelensky, bureau Oval, il a encore répété qu'il a mis un terme. Mais il n'y a pas encore de solution définitive. Mais il est en train de se vanter. Il cherche à ce qu'il y ait la paix. Mais qu'est-ce que nous devons faire? On doit profiter pour augmenter les enchères, négocier de façon rationnelle pour qu'on offre la paix. Alors, quand ils proposent 700, nous proposons quoi? On doit marchander parce qu'ils veulent assez aussi qu'ils se retrouvent. Alors, malheureusement, ça fait partie de la stratégie de la défense. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là, madame? Lorsque on concède, dès lors qu'on trouve les compromis, c'est en ce moment-là que l'État parvient à s'organiser. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut un sursaut prospectif. On va trouver un compromis, on doit réorganiser les choses, on doit réorganiser l'armée, on doit organiser la sécurité, la défense, et on s'ouvre à une logique prospective en définissant 5-10 ans. Il y aura la paix, certes, à un prix qu'on peut accepter simplement parce qu'on est faible. Nous sommes dans une position de faiblesse. Si nous refusons, les rebelles, ça fait déjà plus de 7 mois. Pensons aussi à la population qui y est. Quelle serait autre solution? Parce que les États-Unis ne viendront pas peut-être pour demander au Rwanda... Mais pour le gouvernement, est-ce que pour le gouvernement, ce ne serait pas certes négocier, mais aussi échouer en même temps? Madame, je suis en train de dire, la politique c'est une science. La diplomatie c'est un art. Nous sommes dans une position rébellion-agression. Interrogeons même l'histoire. Interrogeons l'histoire. Hiroshima, ce qu'on a reproché hier, les négociations, ils vont revenir sur ce schéma, ils l'ont condamné, on peut le dire, exactement, ce sont des discours politiques. On peut bien les dire. Ce sont des discours politiques, on peut bien les dire. Hiroshima, Nagasaki, interrogeons l'histoire. Mais ça conduit à la création des Nations Unies. Nazis, quand Hitler massacrait les Juifs. Mais aujourd'hui, comment ils vivent? Comment ils vivent? On apprend même aux enfants ce qu'a été la période des nazis. Ils apprennent ça à l'école juste pour réveiller la conscience. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre des dispositions en tant que juif pour que demain vous ne soyez pas encore massacrés. Voilà vous, les Allemands, ce que vous aviez fait il y a 80 ans. Prenez des dispositions, ouvrez-vous à l'éthique pour que ça ne puisse pas se répéter encore. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on sait sur Gonçalves? Pour terminer, madame, je dirais ceci. Il est dit qu'on doit négocier. En négociant, vous avez des condamnés AFC. Et vous avez encore celui qui est présumé comme patron de l'AFC qui doit certainement être condamné. Comment on va régler cette affaire? Parce qu'il faut négocier avec AFC 23. On va encore exiger la libération du patron de l'AFC. On n'a jamais levé l'option. On veut la paix ou la guerre. Vous comprenez? Donc il faut falloir qu'on puisse lever l'option, éclaircir les choses. Qu'est-ce qu'on concède? Qu'est-ce qu'on cède? Et ça, c'est la question fondamentale donnée au gouvernement. Ce sont des négociations, il faut marchander. Parce que nous n'avons pas toutes les cartes en main. L'AFC 23 non plus n'ont pas toutes les cartes en main. Exactement. Nous présentons nos cartes, ils présentent les leurs, on marchande, on discute, on trouve un compromis. C'est ça la négociation. C'est ça qu'il faut faire, la négociation. Monsieur Izami, aujourd'hui... C'est la vérité, hein, ça fait mal, je sais que ça fait mal. Le sujet que nous abordons est une patate chaude. Hein. C'est pas facile, mais bon, quand j'adhère à ce que dit Sambay, hein, il le dit bien. Quand Ngarim avait pris la parole, Aristote, il dit qu'il y avait un besoin assez substantiel de la bonne volonté de part et d'autre. J'ai envie de vous poser la question, cher Ngarim. Avez-vous remarqué, quelle volonté, je pas compris. Vous avez dit volonté manifeste de pouvoir céder et puis de part et d'autre. Justement. Mais le Congo vous dira qu'il a quand même fait beaucoup d'efforts.
Mais c'est nous qui sommes finalement agressés hein, pour avoir été dans la bonne foi. Parce que tout est, là, on va rentrer même à l'historique. Mais la question aujourd'hui, est-ce que la question, ce serait pas les négociations elles-mêmes? Comment vous négociez en fait? Est-ce que le problème, ce serait pas comment nous négocions, nous, la République démocratique du Congo? Parce que c'est vrai, les réalités sont les mêmes. Les frontières sont là, les minerais sont là. Les États-Unis continueront à envier la République démocratique du Congo. Le Rwanda a déjà pris goût de survivre avec les minerais de la République démocratique du Congo. Alors, comment arriver, puisque le gouvernement, l'on se pose la question, le gouvernement a déjà tenté cette initiative, ce n'est pas une première. Le gouvernement, le chef de l'État, à peine nommé, est allé négocier avec Paul Kagame sur cette question des minerais, et sur cette question d'exploitation, justement. Ça veut dire que c'est du déjà fait. Pourquoi aujourd'hui donner l'impression que le monde va s'écrouler si on le refait? Ah, ben... Parce que justement, j'ai l'impression que dans la compréhension collective de notre opinion, quand on dit États-Unis, on dit superpuissance, la capacité de faire, d'empêcher de faire, de refuser de faire, et arriver même à faire. Alors, lorsqu'on arrive, on arrive toujours pas à avoir la paix que l'on veut, ça dérange. Mais tout ça, c'est parce que aussi notre classe politique ne nous a pas aidés. Ouais, sincèrement. Imaginez-vous, déjà à Sand City 2002, on se disait il nous fallait recréer notre armée réellement nationale, professionnelle, dissuasive, équipée, etc., etc. On est passé à côté de la plaque. On est passé à côté de la plaque. Combien d'États avons-nous déjà mis pour pouvoir tout faire pour que nous puissions... Parce que, n'oubliez pas, même Bismarck disait, une bonne diplomatie sans l'armée réellement forte, c'est comme si vous faisiez une musique en a cappella. Nous devons, nous, prendre conscience. Ici, nous sommes suivis non pas que par des aînés, hein, des gens qui ont un certain âge, même par les enfants. Alors, moi, je voudrais ici rappeler, Samba, il a dit autrement avec Nagasaki et Hiroshima, mais moi, je voudrais ici rappeler l'histoire telle que la Chine avait vécu aux côtés du Japon. Ils sont toujours restés voisins. Mais le Japon faisait ce que le Rwanda nous fait aujourd'hui. Mais avec la prise de conscience collective grâce à Chou En-lai et son ami Mao Tse-tung, poser les jalons de l'éducation, de l'instruction, de l'apprentissage. Aujourd'hui, même les États-Unis, ils ne peuvent pas oser vouloir... Le langage de conscience, là, chez Kagame, ça n'existe pas, c'est un voyou. Oui, je veux bien. La conscience ne devait pas... Si Kagame était un partenaire fiable... Non, je ne dis pas qu'il est fiable. Moi, je ne peux pas le traiter de fiable. Vous avez raison. Rwanda était comme le Japon. Oui. Japon assimilé à Kagame. Mais la Chine s'est organisée elle-même. À l'intérieur. S'il vous plaît, monsieur Choukou, s'il vous plaît, madame, protégez-moi. C'était mon temps d'antenne. J'étais en train d'évoquer ici Chou En-lai et son ami Mao Tse-tung. Disons-nous la vérité, Mao Tse-tung n'a pas vécu la grandeur de l'Empire du Milieu tel que nous l'évoquons aujourd'hui. Il est mort beaucoup plus tôt. Mais il a juste posé des jalons. C'est ce que nous devons faire maintenant. Aiguiser la conscience collective, faire en sorte que le nôtre comprenne. Tout à fait. Vous, acteurs politiques, ne venez pas seulement pour venir aux affaires, non. Quand vous y arrivez, apportez les solutions attendues par notre population. Et c'est cela. Voilà. Croyez-moi, nous n'allons pas rester ces géants toujours boiteux. Non, un jour nous allons nous relever. Et puis nous allons savoir comment défendre nos intérêts. C'est bien triste, ça dure longtemps. Moi j'ai réalisé des reportages à Mugunga. C'est à quelques kilomètres de la ville de Goma lorsque vous allez vers le célèbre parc de Virunga. Mais j'ai vu des mamans de 70 ans violées. Je suis garçon, je suis né après 3 filles dans ma famille. Je connais ce que c'est la valeur d'une femme. Mais on viole une maman de 70 ans. Et ça n'a que trop duré, nous devons prendre conscience. De partout où nous sommes, aiguisons notre conscience. Faisons des choses de manière à être sérieux dans ce que nous faisons. Et je pense que demain, il est toujours possible que nous puissions refaire les choses et de la plus belle manière que ce soit. Madame Emo, j'espère que vous n'allez pas... Vous allez m'accorder un temps. Oui, vous allez m'accorder un temps. Oui. Madame, la paix, nous la voulons. Mais pas à n'importe quel prix. On a évoqué Nagasaki, Hiroshima. Oui, les gens étaient fatigués de cette situation. Comme un peu le Congo maintenant. Ils ont pris une résolution collective d'en finir une fois pour toutes. Mais lorsque vous avez en face quelqu'un qui n'a pas ça comme priorité, regardez Luanda. On a dit, cette fois-ci, on va trouver un accord. Mais qui a pris la peau d'escampette quand il a dit qu'on voulait atterrir.
Le 15 décembre. On se retrouve à Washington. On dit cette fois-ci, c'est fini. Il signe en balbutiant, mais il nous piège par Doha. Parce que, je répète, Washington c'était Kagame, Doha c'est toujours Kagame. Et donc, il va toujours créer la pourriture. Et on n'aura pas de solution. Qu'est-ce que je propose aujourd'hui à notre gouvernement? Il ne réussira pas toujours à créer la pourriture. Qu'est-ce que je propose à notre gouvernement? Il faut le lui imposer. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que notre gouvernement prenne ses responsabilités en main. En jouant avec les jeux des alliances. Je disais que le Rwanda est soutenu par des États dans la région. Ce n'est qu'un arbre. Il faut créer un rapport de force dans la région. Oui. Et Washington suivra. Nous avons des États dans la région qui ne sont pas toujours avec Kagame. Notre gouvernement doit avoir le courage. Nous n'avons pas besoin de ministres qui viennent nous endormir ici avec des discours. Il faut aller gagner ces pays. Il faut utiliser tous les moyens pour le pousser derrière nous. Il y aura une guerre, un rapport de force entre les jeux d'alliance dans la région. Et Washington suivra la suite. Aujourd'hui, on est en train de nous imposer. Quelqu'un se réveille, il dort, il dit, bon, allez négocier à Doha. Et on quitte notre position et on suit ce que les autres nous disent. Non, le chef d'État a récusé. On va prendre la deuxième thématique. Je vais simplement placer un mot. Monsieur Choukou, il faut lever l'option. Qu'est-ce que vous voulez réellement? C'est ça la grande question. Nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Si vous voulez la paix, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut adopter. Et un langage qu'il faut adopter. Ne nous dites pas d'accepter. Alors ça n'est pas ça. Monsieur Ngarimé, si vous avez signé la cour de 3 matchs, vous voulez la paix. D'abord sur le plan interne, il n'y a pas la cohésion nationale. Sur le plan interne, en interne, il n'y a pas la cohésion. Il n'y a pas l'unité. On va évoquer. Vous allez négocier en 2028. Nous ne l'accepterons pas. Vous ne serez pas là en 2028. Vous voulez négocier en 2028. Vous ne serez pas là parce que vous serez en prison. Attendez les sorts. Voilà. Nous allons parler de cette partie économique. S'il vous plaît, permettez-nous. Nous, on sera là. Nous serons tous là. Nous serons tous là. Voilà. Je vous rassure que nous serons tous là. Les autres seront en prison. Alors, Kabila sera en prison. Nous allons parler justement de la facture normalisée. C'est vrai qu'on évoque cela à travers les médias aujourd'hui pour parler de la valeur ajoutée justement de cette réforme. Aujourd'hui, on évoque la TVA. Déjà que le Congolais, lorsqu'on parle TVA, beaucoup de questions se posent sur cette TVA. C'est quoi la TVA? C'est quoi la facture normalisée aujourd'hui? Et quels sont justement les avantages de cette nouvelle réforme? Oui, je pense que notre population sait que nous avons 3 grandes régies financières. La DGDA, l'autre fois on avait appelé ça OFIDA, Direction Générale des Douanes et Accises. La DGRAD, Direction Générale des Recettes Administratives Domaniales de Participation. Et puis la DGI, Direction Générale des Impôts. Alors ça se passe au niveau de la Direction Générale des Impôts qui autrefois avait ce qu'on avait appelé l'impôt sur le chiffre d'affaires. On a écarté ça pour mettre en place la TVA. Mais par rapport à ça, ce sont des réformes qui arrivent. Hein. Je crois que c'est arrivé aussi à être mis en place comme ça avec l'actuel ministre de Finances, Doudou Fouambali-Koundé Libotey. Et justement, c'est impulsé par la première ministre, le chef de l'État lui-même, l'ensemble du gouvernement. C'est une facture sécurisée et mise via un système de facturation agréé. Et ça part de la Direction Générale des Impôts. Et il s'agit ici de tracer chaque opération de vente ou d'achat et tout ça pour avoir beaucoup plus de transparence par rapport à tout ce que nous pouvons avoir dans la marmite de cette régie financière à la DGI, pour avoir la possibilité de lutter encore efficacement contre la fraude fiscale et puis avoir la possibilité de faire la bonne collecte des impôts et tout ça. Et puis, ça permettra par ailleurs à l'État congolais d'avoir le moyen de sa politique pour nous créer ce qu'on a besoin, l'école, l'hôpital, la route, les ponts, etc., etc. Alors, la facture normalisée devra être utilisée par toutes les structures qui font les opérations de vente ou achat et tout ça. Et puis, automatiquement, ça sera connecté avec la DGI, qui s'apprête d'ailleurs à lancer ses experts sur le terrain pour davantage expliquer à la population. Et on connaîtra qui a vendu quoi, à quel prix, et combien il devra payer à l'État comme impôt. Mais donc, payer l'impôt de manière juste. Monsieur Sambaï, justement, cette question, parce qu'on va évoquer ici la TVA. C'est vrai qu'ailleurs, lorsqu'on va ailleurs, vous achetez, et à la fin même, je crois qu'avant de quitter le pays,
l'on vous fait cette sommation de la TVA ou l'on leur retrocède à travers d'autres produits. Mais cela, par exemple, la TVA, depuis que ça a été lancé en République démocratique du Congo, on va dans les supermarchés, on achète des histoires. On écrit toujours dans la facture TVA, mais on nous retrouve. Comment ça se passe en fait? Comment comprendre cela pour le bien-être des Congolais? Bon, il y a des réformes économiques qui sont normalement envisagées dans chaque État, mais la finalité, c'est que la population se retrouve. Exactement. Est-ce que la population se retrouve derrière toutes les réformes? C'est la grande question que l'on peut se poser. Nous avons un sérieux problème, madame. Il y a un vide dans la gestion économico-financière de notre pays. On crie à l'accord RDC-Washington. Est-ce que nous sommes prêts? Nous avons une économie non formalisée. La thésaurisation prévaut sur la culture bancaire. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement pour tirer sonnette d'alarme sur ce qui arrive. Même dans les institutions, il y a les Maboko Bank. Pas de traçabilité, de bout en bout. Comment est-ce qu'on peut vouloir négocier avec les États-Unis dans une structure non normalisée? Alors, la facture normalisée, en fait, est la TVA. Le bénéfice que quand on paye la taxe, ça va dans les comptes de trésor. Mais il faut qu'on ait des retombées. Chaque taxe. Alors, il faut qu'on justifie, voilà, cette année, la TVA donne cette somme, on défalque pour faire réaliser X, Y. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, dans la commission ECOFIN, lorsqu'ils présentent chaque année, il y a des rubriques qui sont présentées dans différentes réalisations ou recettes réalisées. On a les rubriques TVA, on a ceci, on a cela. Mais il manque une certaine traçabilité où il faudrait démontrer par A plus B, régresser jusqu'à l'infini pour retrouver exactement les montants qu'on nous présente ici sur la réalisation de TVA provient d'où. Alors vous allez peut-être descendre, vous n'allez pas trouver une traçabilité nette. Ça, c'est un problème. Il faudra maintenant qu'on arrive à formaliser les choses, de telle sorte que nous ayons la capacité de recourir à la traçabilité. La traçabilité, c'est un sérieux problème. Nous n'avons pas de standards. Et nous n'avons pas la facilité de tout tracer. Et surtout que notre économie est informelle. Madame, on parle de la TVA. C'est seulement dans les structures formalisées et normalisées. Ce sont des supermarchés. On paye la TVA. Toutes les commerçantes et les commerçants des Andes. Est-ce qu'ils paient la TVA? C'est lorsqu'ils achètent, ils ont déjà payé. Mais quand, en gros, quand ils reviennent revendre là, en détail. Parce que la TVA, même en gros, même en détail, on paye. En détail, là, quand ils payent, il n'y a pas une facturation normalisée. Comment est-ce que nous allons retracer la TVA? C'est pourquoi je disais, c'est informel et nous avons une économie informelle, un système d'économie informelle. Nous avons fait même des propositions aux structures gouvernementales pour que l'on réfléchisse ensemble comment est-ce qu'on doit normaliser, on doit formaliser notre économie de telle sorte que nous ayons la possibilité de recourir à la traçabilité pour que nous soyons très fiables dans les contrôles. Les Américains, les investisseurs viendront. Comment se présente notre économie actuellement? Donc, la meilleure façon de faire, c'est une proposition, certes, mais la TVA, ça fera 12 ans. Depuis 2013, le 1er janvier 2013, ou 2013, si je ne me trompe, ça fait 12 ans. Quelles sont les retombées de la TVA? Faisons quand même un état des lieux, depuis que ça a été instauré, et ça fait 12 ans. Qu'est-ce que nous avons réalisé de 2012 à aujourd'hui? Ça représente combien de milliards ou des millions? Comment est-ce que cela a été redistribué pour le bonheur du peuple? Et par rapport à la nouvelle proposition, la projection, la prospective, on fait des projections pour que l'on puisse avoir une vue claire par rapport à ce qui nous revient, nous, la population. Oh, il faut quand même dire que ce n'est pas une nouvelle taxe que l'on crée. Hein. Ce n'est pas une nouvelle taxe que l'on crée. Il a raison quand il dit que nous devons faire un effort pour voir comment est-ce que nous devons être capables de pouvoir parce que là, ce serait équilibré pour les grands commerces, ceux qui ont justement la facturation et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'ont pas de facturation normalisée, comment ils font? Justement, mon frère Sambaï, nous devons ici tous comprendre que nous avons fort à faire pour davantage créer et davantage renforcer notre État.
C'est ça notre plus grand défi en RDC. Renforcer notre État. Vous connaissez le principe d'avoir un État, un territoire, une population, des dirigeants, et diriger avec une personnalité internationalement reconnue. Mais il ne faut pas oublier les basiques pour l'impôt. L'impôt a 3 caractéristiques. D'abord, il s'impose à tous. Il est obligatoire. L'impôt est inéluctable. On a beaucoup d'exonérations. Oui, et puis, inéluctable, c'est-à-dire on ne peut pas y échapper. Et puis, troisièmement, il est indéterminé. C'est-à-dire, tout l'argent que récolte l'État, la manière dont l'État va l'utiliser, il ne va pas venir nous expliquer à nous. C'est des choses qui existent et c'est comme ça. Nous devons juste participer pour que nous puissions chercher à ce que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Pour paraphraser ceux qui m'ont précédé, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect qui est payé par les consommateurs que nous sommes, que vous êtes, mais collecté par les entreprises. Malheureusement, lorsque cette taxe est créée en 2012 ou 2013, on n'a pas mis en place le mécanisme, ce qui a facilité à ce que les entreprises puissent collecter à leur guise ces taxes. L'État n'a reçu peut-être que 30%. Maintenant, avec la facture normalisée, je crois que l'administration fiscale veut la traçabilité pour effectivement récupérer tout ce que nous payons comme impôt indirect. Voilà. Et je crois que c'est des efforts qu'il faut louer, mais il ne faut pas qu'on s'arrête à mi-chemin, parce qu'imaginez-vous, depuis 2013, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'effectivement, l'argent est en train de couler et l'État se plaint d'avoir des moyens de sa politique. Donc, je crois qu'il faut que notre administration essaie de fournir davantage des efforts, mais en misant beaucoup plus sur ce qui détient les entreprises. Il faut vraiment les coincer, les serrer, parce qu'en réalité, cette taxe a beaucoup profité à ces entreprises plutôt qu'à l'administration fiscale et à l'État congolais. Monsieur Ngarima, on conclut. Ce que je veux dire, vous vous rendez compte que nous sommes encore très loin pour avoir un État moderne. Pour avoir un État digne de ce nom, nous sommes encore très loin. C'est depuis 2013, vous étiez au pouvoir. Vous étiez là? J'étais en train de Ils racontent leur vie ici, comme si les Congolais sont bêtes et ils ont oublié. C'est ça. Il y a des réformes à faire. Il y a des réformes à faire pour avoir un État moderne. Ce que nous évoquons aujourd'hui, dans le pays de la sous-région, le pays de l'Est, ça se fait plus, c'est déjà très avancé. Vous allez au Kenya, Ouganda, Tanzanie, ainsi de suite. Ce sont des pays très avancés en termes de ces circuits. Mais ici, nous nous rendons compte que les chemins encore très loin à faire. Et j'encourage pour avoir un État moderne digne de ce nom. Quitter de l'économie informelle à l'économie formelle, il faut des réformes à faire. Il faut des lois, il faut des politiques publiques mises en place pour avancer. Ici, je ne réfléchis pas comme quelqu'un de parti politique, comme intellectuel. Vous savez, à l'époque, lorsque Joseph Kabila Kabange a levé l'option de procéder par la bancarisation de la paye des fonctionnaires, vous savez, on a récolté un montant important à l'époque. Il a fait à hauteur de les pourcents avant de quitter le pouvoir. C'est Kabila qui a institué ça, la bancarisation de la paye des fonctionnaires. Ça fait en sorte que l'État puisse avoir un montant important qui traînait là et on a affecté ça dans le secteur pauvre. Donc, c'est des pratiques, des réformes encouragées. La seule chose que vous avez réussi, c'est vous connecter au compte de la Banque centrale pour soutirer l'argent à la Banque centrale. Vous évoquez des choses sans preuve, sans éléments matériels, monsieur. Monsieur Ngarime, je vous dis grand merci, monsieur Sambaï. Vous voulez un mot? Oui, 30 secondes juste. Oui. Parce que l'élément le plus important qui va faciliter même cette réforme, c'est la paix. Concéder et céder. L'article 6 du dialogue RDC-Rwanda, mais on a cédé, non? On a aussi concédé. Le point 6 qui recommande les deux parties de partager les minerais, les parcs, la C'est là où j'ai dit que le Rwanda n'avait pas la bonne volonté d'aller vers la paix. Mais avec Doha aussi, il faut céder et concéder avec la finalité de... On est en train de former petit à petit. Il faut bien négocier. Que le gouvernement utilise toutes les cartes en main pour arriver à avoir un accord consensuel. Grand merci à vous, M. Olivier Sambaï, M. Ngarime, M. Choukuro également, à M. Eric. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous dans l'espoir justement, comme vous l'avez dit, dans ce débat républicain, de permettre aux Congolais d'avoir une idée claire de ce qui se passe, mais également d'arriver à trouver des solutions. Ce qui concerne justement la paix en République démocratique du Congo, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut pas parler de développement. Et nous avons besoin de tous nos confrères, et plutôt
nos sœurs, confrères, bon, je suis journaliste, hein, de tous nos sœurs et frères de Bukavu, de Goma, parce que le Congo doit rester uni. C'était un réel plaisir. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.